Bienvenue à Ciné-Histoire spécial Criterion. Aujourd'hui, on parle d'un film, classique, un film culte, un gros classique. C'est un film, un gros classique, Robocop, qui est une surprise dans la collection. Bon, on savait qu'il s'en venait, là, mais je veux dire, tu sais, c'est quand même, comparativement à toutes les autres de la collection jusqu'à maintenant, en tout cas, il détonne un petit peu. Ouais. Il détonne un peu, mais en même temps, je comprends pas trop pourquoi il devrait détonner. En fait, c'est probablement parce que les suites, puis les spin-offs, puis n'importe quoi par la suite, c'était vraiment moins bon, que ça a comme un peu terni l'image de Robocop, là. Parce que, tu sais, c'est un bon film, là. Puis, tu sais, il y a des bonnes critiques, il y a tout ce qu'il faut en théorie pour lui. Mais, en tout cas, c'est une belle surprise, effectivement. C'est aussi, je crois, notre premier film de science-fiction, là. Moins que je me Dead Ringer, c'est pas de la science-fiction nécessairement. Tu sais, si on regarde rapidement, on aurait peut-être dû regarder. Non, je pense pas. Non, ça a l'air d'être pas mal. Tu sais, c'est rafraîchissant, surtout pour moi qui est un grand fan de science-fiction. Évidemment, il y en a d'autres qui vont venir dans la collection. Il y a tu sais, les films de. En tout cas, la science-fiction, de la fantasy, mettons, là. Mais tu sais, il y a les films de. Tarkovsky, Solaris, puis des trucs comme ça, là, qui est comme l'équivalent d'un 2001 d'ici de l'espace. Donc, j'ai bien hâte, puis il arrive vite aussi. Fait que ça, c'est bien. Vite. Après Armageddon. Oui, après Armageddon, qui lui aussi détonne. The Rock aussi, qui détonne. Là. Pas l'acteur, mais le film. Ça. C'est vraiment bon, ça. Je l'ai jamais vu, fait que je pourrais pas juger de ça, mais bon. Robocop, un film de genre, un film, c'est ça, qui a quand même un certain budget par contre, là, mais tu sais, qui est un film culte et qui est devenu culte avec les années. D'ailleurs, oui, il y a Criterion, on pourrait y revenir un peu plus tard, là, mais il est out of print malheureusement, donc discontinué, mais il y a aussi Arrow qui se tourne justement vers les films de genre, les films, disons, de série B en général, qui eux ont un gros box set, je crois, de Robocop, donc puis qu'on peut comparer les diverses versions, mais bon, on pourra entrer dans les détails quand je parlerai de la version Criterion. Donc Robocop, c'est du réalisateur Paul Verhoeven, je sais pas comment le dire exactement, Verhoeven, en tout cas on va l'appeler Verhoeven, qui est un réalisateur hollandais, qui est pas nécessairement le premier réalisateur auquel on pense quand on pense à des films de science-fiction, là. Robocop, il a fait aussi Total Recall avec Arnold Schwarzenegger, il a fait plusieurs films, en fait, ça, il est reconnu en fait pour son mélange de violence graphique puis de sexualité explicite, avec beaucoup de satire. Donc on le voit aussi dans Robocop. Bon, il n'y a pas vraiment de sexualité, là, mais il y en a beaucoup dans Elle, par exemple, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Mais bon. Il est connu pour ses films Turkish Delight, qui est un film hollandais lui-même, Soldier of Orange, The Fourth Man, Flesh and Blood, Robocop, qui est son premier film américain, Total Recall, Basic Instinct, Showgirls, Starship Trooper, qui est un autre grand film culte. Il fait pas partie de la collection Criterion, mais qui a quand même un bon cult following. Je sais pas comment traduire ça, mais bon. Il a fait Hollow Man aussi, et Black Book, qui est un film hollandais lui aussi, mais qui a été voté il n'y a pas si longtemps comme étant le meilleur film hollandais de l'histoire, donc pourquoi pas. Puis le film Elle, avec Isabelle Huppert, qui est... on l'a aussi, d'ailleurs, on l'a pas écouté. Aveugle, puis elle se fait attaquer, là. Je pense pas qu'elle est aveugle. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est un film avec beaucoup de sexualité, ça aussi, mais bon. Ces films ont accumulé en tout 9 nominations aux Oscars, surtout pour la catégorie du montage puis des effets spéciaux. Robocop en fait pas exception aussi. C'est deux. D'ailleurs, il a gagné un prix, mais je crois que c'était comme un honorifique, ou en tout cas c'est pas trop clair, mais il a gagné un Oscar pour ses effets spéciaux, mais en plus il était nominé, en tout cas. C'est particulier. Puis il y a aussi l'un des rares à avoir accepté un radis en personne, puis c'est le premier à l'avoir fait en fait, en 95 ou 96 je pense, pour le film Showgirls. Donc voilà, il n'a pas peur du ridicule nécessairement, puis c'est son seul film dans la collection Criterion. Donc Robocop, c'est un film de 1987 qui est américain, c'est ça, une durée de 103 minutes, donc quand même assez concis, encore une fois. Un film en couleur au format 1.66.1 du producteur Arne Schmidt, qui est pas très connu.
Scénario de Edward Neumeier, qui est surtout connu pour Robocop et Starship Trooper, donc deux films c'est ça, assez cultes, et Michael Minner. La musique est de Basil Polidouris, qui est un compositeur gréco-américain, surtout connu pour ses longues collaborations avec Verhoeven et John Milius. Il a fait notamment les bandes sonores de Conan the Barbarian avec Tom Arnold, de Red Dawn aussi, je crois, qui est avec Arnold Schwarzenegger. Ça se peut, je sais pas. Robocop. Je vais éternuer. On t'écoute. The Hunt for Red October, Free Willy aussi, hein, évidemment, et Starship Trooper. Donc, il y a une grosse carrière de ce côté-là. Vous m'excuserez, là, les allergies sont vraiment fortes. Je vais peut-être tousser puis éternuer à des moments vraiment random dans l'enregistrement. J'ai une voix super nasale aussi. Enfin, c'est pas super. La direction photo est de Jost Vacano, qui est allemand puis qui a travaillé sur 7 films de Verhoeven ainsi que sur le grand film allemand Das Boot. Film, en tout cas série, c'est pas trop clair. Le montage est de Frank G. Urioste, qui est un monteur américain nominé 3 fois aux Oscars pour Robocop, Die Hard et Basic Instinct. Donc, un fan des films d'action, mais voilà. Encore une fois un grand collaborateur de Verhoeven. Puis le studio, j'ai décidé d'en parler parce que c'est le 2e film, je crois, ou 3e peut-être. C'est pas le 2e, on en a vu plus que ça. Je me souviens plus, mais en fait c'est Orion Pictures, qui est un studio qui appartient maintenant à Metro-Goldwyn-Mayer, qui était actif surtout indépendamment de 1978 à 1999. C'est considéré comme un petit studio, mais il y a plusieurs grands réalisateurs qui ont eu des films produits par le studio, dont Woody Allen, James Cameron, Jonathan Demme, donc Le Silence des agneaux, c'était ça, et Oliver Stone. 4 de leurs films ont gagné l'Oscar du meilleur film, donc Amadeus, Platoon, Dances with Wolves et The Silence of the Lamb. Puis aujourd'hui, ça existe encore, mais ils font surtout de la télévision, c'est comme une sous-filiale, une sous-catégorie de Metro-Goldwyn-Mayer. Budget de 13 millions et box-office de 53 millions quand même, donc ça a été quand même assez rentable. Évidemment, ça a donné lieu à plein de suites qui sont apparemment de qualité beaucoup moindre, mais parce que pour nous, en fait, c'est ça, on n'est pas tant familier avec Robocop, là. C'était la première fois qu'on l'écoutait, tu sais, j'avais vu quelques extraits quand j'étais jeune pas Télé-Québec, mais à TQS. J'avais vu des bouts comme ça, mais on n'était pas familier avec ça. Maintenant, on l'est un peu plus. Puis c'est ça fait du bien aussi d'écouter des films cultes de comment t'appelles ça? Cross. Ouais, de pouvoir faire un petit crochet là, dans nos to-do list de vie. Là. This is Spinal Tap, ça faisait partie de ça aussi. Pas pour toi, apparemment, avoir ta réaction, mais tu sais, c'est... Pas pour moi, parce que je connaissais pas ça. Ouais. En fait, là, c'est sûr que quand on est plus familier avec les mockumentaries, peut-être qu'on le connaît. Mais, tu sais, moi, Robocop, là... Toute ma vie, j'ai pensé que c'était avec Arnold Schwarzenegger. Puis récemment, on parlait avec une de nos amies qui suit l'émission aussi. Puis elle aussi pensait que c'était avec Arnold. Puis tu sais, avec raison, je pense que Terminator est sorti à peu près dans les mêmes années. Mais je vais revenir là-dessus dans les infos. Mais... c'est ça, puis j'ai vraiment vécu une espèce de deuil là quand j'ai su que c'était pas Arnold, puis on dirait que ça me tentait plus de le regarder. Je sais pas pourquoi, c'est pas que Arnold Schwarzenegger c'est un acteur que j'apprécie tant que ça, c'est juste que tabarouette, j'étais convaincue que c'était lui tout le long, tu sais, puis finalement, non. Puis je sais pas d'où ça vient. Pas pendant le film, là, non, mais oui, mais je veux dire, toute ma vie avant de le regarder, puis c'est quand on a parlé il y a comme une semaine, là, que là, j'ai appris ça, puis ça a vraiment été comme un coup à prendre, puis c'est ça. C'est dommage. Mais je sais pas pourquoi, tu sais. C'est comme le film typique que Arnold Schwarzenegger aurait pu jouer dedans. Tu sais, il joue dans Total Recall, un autre film du réalisateur, qui est sorti après quand même. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment l'association entre Terminator puis Robocop là, qui a créé ça, malheureusement. Ça, moi, je pensais qu'il avait joué dans les deux, puis que... non, mais ça aurait été bizarre un petit peu qu'il soit un acteur très connu qui soit pris, parce qu'on ne le voit pas ou pratiquement pas. Tu sais, il y a un masque tout au long. Ouais, mais il voulait que ça... Il voulait, comme il a été pressenti, tout ça. Par contre, il y a une grosse partie du fait qu'il l'a pas eu, mettons, qui vient de sa shape, parce qu'il était trop gros, tu sais, pour le costume, puis c'était pas un costume qui était facile à mettre, puis Weller était vraiment maigre, fait qu'il pouvait rentrer dedans, puis en tout cas, tu sais, c'est ça, il y a comme plein de choix qui ont mené à ça, mais il avait regardé pour Sylvester Stallone aussi, qui est quand même
plus petit qu'Arnold, mais tu sais, je veux dire, il y a quand même une shape considérable, là, fait que, enfin. Ah ouais. Ben justement, parlant de Weller, donc c'est ça, Alex Murphy / Robocop, c'est Peter Weller, qui est plus très connu aujourd'hui. Ben, il a déjà été à une certaine époque, là, mais ça, il est surtout connu pour Robocop, mais il a aussi joué dans Mighty Aphrodite de Woody Allen et Naked Lunch de Cronenberg, qui est un autre Criterion lui aussi. Il a reçu une nomination aux Oscars pour un court-métrage qu'il a réalisé, le court-métrage Partners. Sinon, il a joué à la télé dans Dexter et 24. Il jouait qui? Faudrait que tu ailles voir, parce je vais aller voir ça à l'instant. Je l'ai pas écouté malheureusement, Dexter, j'ai juste vu la première saison 3 fois. Mais bon. J'ai regardé la série au complet, je vais aller voir, ça m'intrigue. Continue. Ouais, ben c'est ça. Sinon, il y a Nancy Allen qui joue Anne Lewis. Elle va revenir dans les autres films aussi de Robocop, parce que Peter Weller va revenir dans le 2e, je crois, mais il reviendra pas dans tous les films. Donc, je crois que tu as trouvé l'information. Mais ouais, tu te souviens pas c'est qui, non, c'est ça. Il a quand même joué dans... dans une saison complète. Ça devait être un des tueurs, probablement, là, d'une saison. Spoiler alert! Ouais, non, mais c'est ça. C'est parce que Dexter marche vraiment beaucoup comme un plot par saison, en fait. Puis là, considérant qu'il a joué dans 8 épisodes, ça doit être quelque chose de même. Là. Mais en tout cas, je continue à pousser la recherche pendant que c'est correct. Mais sinon, Nancy Allen, c'est ça, qui joue Anne Lewis. C'est une actrice qui est aujourd'hui retraitée, mais qui a connu ses heures de gloire dans plusieurs films de Brian De Palma dans les années 1970 et 80, avec qui d'ailleurs elle était mariée jusqu'en 1984. Elle a eu une nomination aux Golden Globes pour le film dans Dressed to Kill, je crois. Elle a joué aussi dans Carrie, I Wanna Hold Your Hand, qui est lui aussi un Criterion fait par Robert Zemeckis. 1941, le fameux film de Spielberg qu'on tarde à voir. On va finir par l'écouter un jour. Et Blowout aussi, qui est un remake, je crois, du film de Michelangelo Antonioni. Mais c'est ça, fait par De Palma. Sinon, il y a Dan O'Herlihy, en tout cas, je ne sais pas comment je le prononce, en fait, qui joue comme le boss un peu de la compagnie OCP, qui est connu pour son rôle dans Failsafe de Sidney Lumet, dans Halloween 3, rien de moins, et dans Twin Peaks, donc où il jouait le rôle d'Andrew Packard. Il a été nominé à l'Oscar du meilleur acteur pour Adventures of Robinson Crusoe en 1954. Sinon, il y a aussi Ronnie Cox qui interprète Dick Jones, donc l'espèce d'antagoniste du film, qui est connu pour son rôle dans Deliverance, un film que je me souviens, je sais pas pourquoi je connais ça, mais c'était avec John Voight puis un autre acteur, en tout cas un film des années 70 que je voyais dans le temps quand on était au cégep aux Petites Vues. C'est une espèce de club vidéo, disons, étudiant. Puis il y avait ça... il m'accrochait toujours l'œil, je pense qu'il était en rentrant ou quelque chose comme ça, là, mais il était juste, tu rentrais puis c'était à gauche, puis c'est ça, il était comme quand même mis en évidence assez bien, c'est qui, c'est Voight puis Burt Reynolds, c'est ça, une espèce de film qui se passe pas dans le jungle, en tout cas, ça avait l'air particulier. Ça a l'air d'être sur l'eau, en fait, dans ton film. Non, c'est ça, c'est comme du monde qui essaie de s'en sortir de quelque chose, je sais pas trop. Une rivière qui devient un lac, en tout cas dans le faible résumé IMDb. Là. Ça, je pense, ça a été parodié dans les Simpsons. Ils ils font quelque chose avec Ned Flanders, puis là, ils descendent la rivière, puis se ramassent dans l'océan, je sais pas trop quoi. En tout cas, je sais pas si c'est ce film. Dire que ça vient non, mais c'est comme tout l'épisode est centré autour de ce fait-là. Puis Homer est comme, non, il faut aller vers le courant de l'eau. En tout cas, la mauvaise décision dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut pas faire, là? Il y a un bar qu'il faut que tu ailles pour aller vers une ville, puis l'autre qui ça mène vers rien. Mais bon. Donc voilà, donc lui il jouait là-dedans. Il y a Kurtwood Smith que tu connais bien. Je le connais bien parce que c'était Red Foreman dans That 70's Show, donc le père d'Eric là, à peu près 10 ans après le film, puis honnêtement il a l'air vraiment plus vieux dans That 70's Show qu'il l'est dans le film, là, mais c'est ça, toujours avec la même voix, ne dit pas de masse dans le film, mais dans la série c'est sa ligne là, qui dit tout le temps, mais il joue c'est ça dans Robocop, Clarence Boddicker, qui est comme le vrai méchant, le vrai vilain du film, donc qui est aussi connu pour ses petits rôles dans les séries comme Star Trek et The X-Files et 24. Il a joué aussi dans un film de Star Trek, mais je me souviens plus exactement lequel.
Ses films notables incluent Flashpoint, Rambo 3, Dead Poets Society. Je me souviens pas. C'est le père du gars principal, dans le fond, qui va se suicider, là. Non, mais je veux dire, je pense que c'est un fait qu'on connaît, là, mais c'est ça. Dans le fond, le père qui accepte jamais que son gars veuille faire du théâtre, là, puis qui le pousse à aller, genre, dans une académie militaire ou je sais pas quoi, là. Ben voilà, le mauvais papa, finalement. Il jouait aussi dans Broken Arrow, un film de John Woo avec John Travolta, Girl Interrupted et Deep Impact. Et sinon, il y en a quand même d'autres, là, mais bon, il y a Miguel Ferrer qui joue Bob Morton, c'est celui que tu croyais avoir vu en quelque part puis que tu n'as jamais vu au final. Là. Ah ouais, mais il y en avait beaucoup dans le film que je pensais avoir vu. Finalement, il y avait Ray Wise qu'on avait tous deux remarqué, là, mais non, c'est ça, il y en a plusieurs là, que je pensais avoir vu ailleurs, finalement, pas vraiment. Mais c'est ça, lui, c'est un acteur portoricain, Miguel Ferrer. Il est aussi connu pour son rôle d'agent du FBI Albert Rosenfield dans Twin Peaks, encore une fois. Et il joue aussi dans Trafic de Steven Soderbergh, un autre Criterion. J'aime ça les plugger tant qu'à faire parce que certain. Oui. Tout est dans tout. Il fait aussi une voix dans Mulan et il joue dans Iron Man 3. Et puis c'est ça, il y a les deux autres vilains que j'ai pas pris la peine de faire une recherche approfondie, mais il y a Ray Wise qui est quand même bien connu, il est très reconnaissable aussi, et une face particulière, là, fait qu'on le reconnaît quand même assez bien. Puis Paul McCrane, c'est ça, c'est les deux vilains, lui je pense que c'est le roux, là, le vilain roux. Qui ressemble à Martin de CA. Ouais, c'est ça. Alexandre Goyette. Ouais, exactement. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est ça, le film, il est out of print de la collection Criterion. Bon, je l'ai trouvé, on l'a pas acheté, là, mais ça va sûrement venir éventuellement, mais je l'ai trouvé... Le confinement nous fait dépenser un Criterion, c'est pas évident. Mais c'est ça, donc le film a plus de bonus que Summertime, notre dernier qu'on a parlé, là, qui avait juste la bande-annonce, donc il y a quand même du stock. Je me suis questionné aussi à savoir pourquoi c'était un Criterion. Bon, évidemment, ça fait partie, les films de science-fiction, ça fait partie du répertoire du cinéma du monde, ben pas du monde, en tout cas, de l'histoire du cinéma, puis c'est une facette importante, mais c'est surtout en fait parce que Criterion voulait présenter une version non censurée du film. Il a été censuré, tu sais, une couple de secondes, pas grand-chose pour de la violence... graphique, c'est ça. Plus trash. Je sais pas quelle version on a vu, nous, par contre. Je pense que c'est la version originale parce que tout ce que j'ai trouvé là, dans les informations, justement, les bouts qui ont été raccourcis puis tout ça, mais c'est toutes des choses qu'on a vues. Tu sais, il y avait comme plein d'affaires, là, justement, quand il se coupe la main puis tout ça, puis quand il tire aussi entre la robe, entre les jambes de la fille dans une robe, c'était supposé être sa joue. Au départ, ils l'ont changé pour ça. Tu sais, il y a plein de choses tu sais, que je lisais, que finalement, nous, on les a vus, fait que je suis pas certaine, mais je pense pas qu'elle a été censurée, là, cette version-là. Bon, ben, tant mieux. Parce que ça, il est pas disponible sur la plateforme Criterion non plus, on l'a trouvé par des moyens alternatifs, mais bon. Puis, c'est ça, c'est ça, c'est parce que Criterion, évidemment, une de leurs préoccupations, c'est de s'assurer que leur film soit présenté comme le réalisateur l'entend. Et puis là, c'est ça. Orion avait censuré pour éviter un rating X, là, que je crois que c'est le... En fait, ils ont eu un X rating 11 fois avant de finalement obtenir un R. Puis c'est ça, ils ont comme soumis le film là, plusieurs fois en faisant des modifications puis tout ça. Donc 11 fois quand même, c'est quelque chose. Là. Puis tu sais, c'est... Bah, en tout cas, pour l'époque, ça devait être plus marquant qu'aujourd'hui. Tu sais, il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est soft. Il y a des films pas mal pires que ça, puis ils sont 13 ans et plus. Là, honnêtement, tu sais, salaud, j'ai de la misère à le regarder. Puis lui, tu sais, il y a des affaires pires que ça, puis c'est vraiment correct. Là, c'est un peu comme... Mais c'est pas le cas là, pour ce film-là, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est un peu comme de la violence à la Jackie Chan, là. De la fausse violence, le fun quand t'as 8 ans, puis que tu regardes ça à tes QS, là. Mais c'est pas ça, parce que c'est quand même assez trash, là. Robocop, pour vrai, il y a quand même beaucoup de sang, puis il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, je le classe dans la même catégorie. Tu sais, c'est un film, au final, qui est drôle, puis tu sais, il y a quand même plusieurs moments... particulier, là, tu sais, c'est ça se prend pas tant au sérieux là-dedans, tu sais, je pense que s'il avait voulu faire de quoi de plus intense, il aurait gardé les moments, mais en les contextualisant autrement, je pense que ça aurait donné un autre effet, mais pour l'instant, c'est pas dur à regarder du tout, là, en tout cas, à mon avis, là, je dis c'est soft, honnêtement, mais aux États-Unis, ils sont toujours plus sévères qu'ici, là, probablement qu'ici, ils seraient 13 ans et plus, là, puis ben oui, même la version non censurée, là, peut-être à la limite 16 ans. Mais... Ben, mettre un 16
là-dessus, c'est quelque chose. Là. En tout cas, moi, je suis pas d'accord, là, mais bon. Ouais. Des autres bonus de Criterion aussi, il y a le commentaire audio de Paul Verhoeven, du co-scénariste Edward Neumeier et du producteur exécutif John Davison et Paul M. Salmon, qui est un expert de Robocop. Donc voilà, ça fait partie du cult following un peu du film, donc l'espèce de mythologie qu'il y a. Il y a quand même 3 films, un remake, plusieurs séries télé. Donc, des jouets à attendre. C'est un programme universitaire, ça? Je sais pas. Sûrement qu'à un moment donné, il doit y avoir des experts sur Terminator aussi. Sur, peut-être. Là, ça a vraiment pas rapport, mais j'ai déjà lu, il y a plusieurs années, il voulait, ou peut-être que ça existe même déjà, dans une université américaine, il y a un programme spécial sur les Kardashians, ce que je trouve ridicule, mais bon, ça existe, fait que c'est ça. Ouais, bon, c'est j'aimerais ça graduer là-dedans. Pas moi, c'est moi non plus. Sinon, il y a aussi des vidéos qui font des comparaisons entre le film et les storyboards. Donc, des storyboards, c'est une espèce de BD que tu fais là, qui est avant de des plans, dans le fond, ça. Ouais. Avant de tourner le film, tu fais les dessins du plan de comment tu veux que ça soit fait pour accélérer le processus. Bon, c'est surtout dans des films à gros budget qui font des storyboards parce que ça accélère vraiment tout le travail. Mais je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Dans mes recherches, justement, il y a quelques scènes là, qui ont toutes été boardées, finalement, puis qui n'ont jamais eu lieu dans le film. Fait que, tu sais, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis les storyboards, parce que c'est juste comme notre premier film qu'on présente, dans le fond, que les suppléments Criterion, j'ai des informations dessus. Mais c'est ça, il y a comme plusieurs scènes qui ont pas fait finalement, mais qui étaient toutes dessinées pis tout ça, fait que j'imagine que ça a un lien là, avec probablement. Du feature. C'est ça va dans la même lignée de présenter le film comme le réalisateur le souhaite, j'imagine. Ouais. Il les a coupés pour une raison, je sais pas si c'était le budget ou c'était pour le... Ah ok, c'est ça. Ouais, d'autres affaires aussi. Là. Ouais. C'est ça, il y a les storyboards aussi. Il y a la comparaison, mais il y a tout simplement les storyboards. Il y a aussi un essai illustré sur le tournage du film. La bande-annonce et le teaser. Puis il y a une restauration. Moi je l'ai mis entre guillemets là, parce que c'est pas tant une restauration, plus qu'il y a comme disons un upgrade de la meilleure qualité que tu pouvais avoir pour un DVD en 98 là. Fait que c'est pas une vraie restauration parce qu'au final ils ont pas fait de modifications sur le film, mais c'est ça, ils ont comme fait un portage, comme une espèce de remaster du film vers le DVD. Donc voilà. Robocop, résumé? Ça parle de quoi, Robocop? Ben, certainement. Là, c'est drôle parce que c'est ça, je faisais la recherche pour faire le résumé, justement. Puis, tu sais, c'est un film de 87. Puis là, la première ligne que je vois, c'est dans le détroit du futur. Je suis comme, ah, d'accord. Tu sais, c'est aujourd'hui, ça. C'est pas si clair que ça, honnêtement. Tu sais, il y a certains bouts. Dans le fond, il essaie de le présenter comme un dystopie, là. Mais c'est pas. Ben, ça vient pas de. Tu sais, je sais pas. Quand on regardait ça, moi, j'ai pas accepté ça comme le futur. Je l'ai pris comme 1987. Ils ont créé un robot. Tu sais, en tout cas, c'est peut-être moi qui a manqué cette partie-là. Mais bref. Ben, il y a quand même, tu sais, il y a quand même cet élément-là que, comme, tout semble sorti un peu de nulle part, tu sais, les pubs à la télé ou des trucs comme ça. Ouais, mais ça, je vais en reparler dans mes infos. Donc, c'est ça. Ça se passe à Détroit, dans le futur, où le taux de criminalité est vraiment élevé. Fait que finalement, Détroit. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas. La ville, dans le fond, décide de signer une entente avec OCP, qui est une vraiment méga corporation là, qui ont l'air de posséder plusieurs choses dans cette ville-là, pour qu'ils puissent diriger le département de police en échange de leur laisser, dans le fond, un quartier qu'ils veulent transformer. On voit beaucoup de billboards dans le film sur... je pense que je l'ai noté en quelque part. Delta City. Oui, voilà. C'est ça, exact. Puis ça a l'air d'une ville du futur, justement, là, avec des métros sur des rails, un peu comme à Chicago, dans le fond. Ville du futur. Fait que, ouais, mais c'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est en échange. Puis là, je trouvais ça drôle, mais tu sais, dans le fond, la ville engage OCP pour diriger la police en échange de leur donner un quartier. Fait que dans ce temps-là, j'ai l'impression qu'OCP gagne beaucoup plus qu'il donne. Tu sais, mais c'est la ville a besoin de OCP, on sait pas trop pourquoi, pour gérer la police. Ben, je peux peut-être le plugger là, je l'ai payé dans mes impressions, mais c'est parce que, tu sais, Détroit, dans les années 80, c'est une ville un peu encore un peu aujourd'hui, mais bon, ça se réinvente un peu, mais tu sais, c'est une
une ville en décrépitude, c'est la fin de l'industrie. Ben ça le disait aussi, qu'il y avait des dettes puis que l'économie marchait pas du tout. Là. C'est ça, tu sais, notre ami Jérôme Dernay a fait un mémoire justement là-dessus, sur la ville de Détroit, puis pas la désindustrialisation, lui, c'était plus sur une espèce de plan de relance, un peu comme Delta City, mais bon, c'était je me souviens plus, c'est pas Saddle Dome, en tout cas, c'est un gros stade de sport où là, tu pouvais faire du football, du basketball, du hockey, en tout cas, une espèce de un gros projet immobilier qu'ils vont construire au final, puis que ça va flopper, un peu comme le centre Vidéotron, là. Puis, tu sais, ils vont tenter de relancer autant de façons que possible, mais c'est ça, les États-Unis, la Rust Belt, comme on appelle, là, c'est comme la couronne nord des États-Unis qui va de, comme, mettons, Chicago à New York. C'est toute une industrie. Développement automobile. Ben, automobile, mais tu sais, ça peut être minier, ça peut être, tu sais, des villes comme Asbestos, là, tu sais, c'est des mines. Tu peux plus l'appeler de même, t'as plus le droit. Ouais, ben j'ai encore le droit, ils ont pas changé de nom encore. Mais tu sais, c'est ça, c'est des... Moi, c'est ça que j'étudie dans mon mémoire aussi, la désindustrialisation, puis l'Ohio, le Michigan, ça a été fortement touché. Michael Moore a fait de nombreux documentaires aussi sur l'industrie au Michigan. Fait que tu sais, c'est ça, Détroit en plus, que c'est ça, c'est une ville qui s'est criminalisée assez rapidement, qui a eu des problèmes de faillite, peu importe. Écoutez, il y avait des buildings municipaux qui étaient en vente, des super beaux buildings quand je suis allé là, en 2011-12. C'est des gros buildings, là, une espèce de place des arts, puis comme il y avait une pancarte à vendre en avant, là, puis c'était comme 1,5 million. C'est ridiculement bas, mais c'est ça, c'est une ville qui est très propice à une espèce de dystopie comme ça, mais qui a beaucoup, là, c'est ça, beaucoup de problèmes. Ça a été aussi... ça a été typique de d'autres villes, pas juste Détroit, là, par exemple Cleveland, même Buffalo d'une certaine façon, mais c'est surtout les petites et moyennes villes qui ont été touchées. Là, beaucoup de villes en Ohio, Akron, justement, comme dans Summertime, mais Toledo, ça c'est au Michigan, mais en tout cas. Une série de villes, mais c'est pour ça que je me demandais, bon, pourquoi est-ce qu'on a basé ça à Détroit? Puis là, en y repensant, j'étais comme, c'est une ville très criminelle, c'est une ville, encore aujourd'hui, c'est pas tout à fait vrai, mais ça, c'est un centre-ville qui est comme vétuste. En tout cas, c'est vraiment une ville particulière avec une réalité particulière aussi. Là, donc, je comprends pourquoi on a seté ça là. Parce que ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est pas une histoire qui est tirée de quelque chose d'autre. C'est vraiment une histoire originale. Ouais. Même si c'est inspiré de plein d'affaires. Mais bon, je te laisse poursuivre. Oui, c'est bon. Mais c'est ça, fait que ça se passe à Détroit dans le futur. Donc, OCP fait une entente avec la ville pour diriger le département de police en échange de transformer un quartier. Il y a un des employés de OCP qui présente un robot qui devrait joindre les rangs de la police de Détroit. Mais pendant la démo, ça fait comme tous les films de super-héros là, où il y a de la radioactivité. Là, ça va mal. Ouais. C'est le fameux Ed 209, en fait. Oui. Ed. Tout à fait, c'est un méchant morceau de robot là. C'est pas très beau là, clairement une maquette, un modèle plus petit, mais c'est ça, dans le fond ça va pas super bien pendant la démo, puis ça se termine en la mort d'un des exécutifs de OCP, fait que ça va pas full bien. Non. Puis il y a dans le fond le gars qui a présenté ça, qui est comme en espèce de compétition avec un jeune là, qui est pas un exec encore, qui lui dit hey ça tombe bien, j'ai un prototype de robot à maison, je travaille là-dessus depuis un bout, fait qu'on pourrait l'essayer. Puis finalement il se fait dire oui, donc là il y a comme une petite guerre qui commence entre les deux. Fait qu'après ça, dans le fond, là, ça va super bien. On voit jamais le test de ça, mais après ça, ils intègrent la police, viennent faire des tests de mémoire, puis de photos, puis d'enregistrement audio avec le robot. Puis, c'est surtout, en fait, qu'ils veulent, pour ce robot-là, avoir un humain, comme à l'intérieur. C'est ça. J'ai comme fait mon résumé en 2 temps, en parallèle. Là. Fait que dans le fond, ça, c'est d'un côté, puis de l'autre, il y a Murphy, puis qui est Peter Weller, puis sa partner. Dans le fond, lui, il vient de se faire transférer à ce district-là. Puis là, il part, première journée de travail. Puis finalement, il y a une gang qui viennent de voler une banque ou je sais pas quoi exactement, qui se ramassent dans leur espèce de lair, là, puis les 2 agents vont là, et Murphy se fait tuer par cette gang-là, qui est l'idée par le père de That 70's Show.
Donc, après ça, le OCP va aller chercher le corps pour avoir Murphy en tant qu'humain dans le robot. Puis, c'est ça. Dans le fond, là, on apprend rapidement qu'il a comme gardé une mémoire de son ancienne vie, puis tout ça. Puis, tu sais, il y a des flashs de temps en temps, il bug un petit peu parce qu'il se rappelle comment il est mort, puis il se rappelle de sa famille, puis tout. Donc, c'est ça. Fait que c'est un peu creepy. Fait penser à Westworld, à la limite, là, tu sais, des espèces de... effacer sa mémoire, mais il y a des flashs qui te reviennent, puis là t'enquêtes un peu sur ta personnalité. Ça fait penser à beaucoup de choses, en fait. C'est Frankenstein. Oui, ben c'est ça, mais c'est pas, en tout cas, dans ce cas-ci, tu sais, Robocop sera jamais hors de contrôle, ou tu sais, comme il y a pas, mettons, Frankenstein, j'ai jamais vu, honnêtement, mais tu sais, j'ai l'impression, je pense que ça... ça finit se retourne pas bien contre son créateur ou quelque chose, tu sais, puis ça, il y en a beaucoup, comme Westworld aussi, mais là-dedans, on n'a pas ça, tu sais, c'est vraiment, il va faire sa job, puis c'est tout, dans le fond, là. Fait que c'est ça, puis là, ben, j'irai pas plus loin dans le résumé, mais il y a des twists and turns. En fait, c'est que c'est comme Murphy était à la poursuite de criminels qui ont volé je sais pas trop quoi, là, puis... Le Robocop, c'est qu'il va aller... Ben c'est ça, là, dans le fond, avec sa mémoire, il va essayer de retrouver la gang qui l'a tué, finalement. Fait que c'est un peu ça, puis c'est une chasse un peu là-dedans, mais là, il y a des twists and turns des membres de OCP qui sont pas net, puis tu sais, il y a comme tout un revirement de situation, c'est ça, qu'on s'attend dès le départ, là, tu le vois venir gros de même, que ça sera pas clean, puis c'est ça, fait que c'est un peu la bataille de 1 contre cette gang-là, de 2 contre l'autre robot, puis ben, c'est ça. Ben, parle-nous un peu de comment t'as trouvé ça, parce que ça, c'était notre première écoute. Ben écoute, vraiment déçu que ce soit pas Arnold. Non, ça devrait pas être un critère. non, Robocop, j'avais pas vraiment d'attente, honnêtement. Je m'attendais à quelque chose, ben je m'attendais à exactement ce que j'ai eu, là. Tu sais, je pense que ça... Tu sais, on entend parler de ce film-là tout au long de notre vie, on l'avait jamais vu, c'est le genre de film clairement qui a joué à TQS à chaque année quand j'étais la fin de semaine chez nous, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui fait partie du décor culturel de tout le monde, 80, j'ai l'impression. Puis, avec les Rambo, avec les... Mais c'est ça, tu sais, puis je trouve que c'est le fun d'avoir un film de ce genre-là dans le Criterion, parce que pour vrai, c'est pas la première affaire à quoi on pense quand on regarde la collection. Ça fait du bien d'avoir des choses comme ça. J'ai vraiment aimé ça, plus que je m'attendais, parce qu'il y a beaucoup de petites touches d'humour dans le film, puis je vais revenir dans les infos, mais... tu sais, c'est pas quelque chose qui se prend trop au sérieux. Il y a des catchphrases, des one-liners. Ouais, c'est ça, tu sais, quasiment du Ice to Meet You, là, de Batman. Hommage à Ghislain ici. Mais non, c'est ça, c'est drôle, c'est le fun, c'est pas trop intense. Tu sais, tantôt, je disais, c'est de la violence, le fun à regarder, tu sais, mais au final, c'est quand même intense, là, mais c'est pas quelque chose qui fait mal au cœur, tu sais, c'est pas... c'est ça, c'est de la violence léger, là. C'est de la violence générique, là, c'est ça. C'est ça. Mais j'ai bien aimé ça. Il y a pas vraiment de longueur, il y a pas... tu sais, il y a peut-être l'autre robot, là, justement, le Ed 209, qui est vraiment mal fait, puis que ça paraît... Tu sais, il bouge de manière vraiment saccadée, ça paraît qu'ils l'ont juste... que c'est du stop motion. C'est ça, qui l'ont fait autrement, puis tout. Il y a un moment où il tombe dans les escaliers, puis là, il a l'air d'un insecte sur le dos, tu sais, c'est vraiment drôle. J'ai ri beaucoup, mais... c'est ça, c'était le fun à regarder, tu sais, puis je sais pas à quel point on va en avoir des films comme ça dans la collection. Il y a Armageddon qui s'en vient, j'ai bien hâte, mais justement des films comme ça, des films gros, tu sais, fait que c'est ça. Il y en a quand même, je suis pas mal sûr, tu sais, il y a, ben, c'est pas exactement, c'est plus un film d'horreur, mais tu sais, House, un film japonais aussi qui a l'air over the top. Mais c'est ça, tu sais, on est quasiment dans du John Woo, là. Je trouvais ça ressemblait pas vraiment à The Killer, mais tu sais, on est dans le même genre de film, dans le fond. J'ai préféré ça, par contre, mais non, tu sais, comme à l'habitude, je dirais, je donne quand même un bon 3.5. Mais c'est ça, un bon 7, dans le fond, qui, tu sais, j'ai vraiment aimé ça. C'est comme un petit plaisir coupable de retrouver ce genre de film-là dans la collection. Puis ça me fait du bien, honnêtement. Puis c'est ça. J'ai pas détesté ça du tout, là. J'ai passé un bon moment avec. C'est ça. Ça fait partie de l'histoire du cinéma aussi, là. Il y en a qui. Il y en a.
il y a pas grand monde qu'on connaît qui suit vraiment la collection Criterion. C'est plus sur Facebook que nos interactions se font. On est dans un groupe qui est assez sain, là, que c'est des gens qui commandent juste pour comme vanter un film puis pas pour le dénigrer nécessairement. Mais il y a d'autres groupes de Criterion qui sont pas exactement comme ça puis qui ils jugent si t'aimes les films de Wes Anderson parce qu'ils sont dans la collection parce que c'est trop mainstream. Ça en fait clairement partie de ces films mainstream là, mais il faut pas les bouder nécessairement dans l'histoire du cinéma, ça peut plus nous plaire ou moins nous plaire dépendamment de notre appréciation. Si je vais ajouter, c'est le post qu'on a fait sur Criterion qui a suscité le plus de réactions. Je pense qu'on est rendu à comme 105, 110 likes et réactions, puis comme 60. Une quarantaine de commentaires. Plus que ça, je pense. Plus 60. Que ça même. Le monde aime ça, c'est sûr qu'il y a comme une espèce de... Parce que c'est ça, Criterion, il est out of print, donc les films un peu plus rares à trouver, ils ont toujours un peu plus de réactions. Mais aussi, c'est ça, beaucoup de gens ont parlé de la sortie de Arrow, là, donc du film de la collection Arrow, disons, qui est essentiellement la même chose que Criterion, mais pour un type spécifique de film. Mais tu sais, non, c'est rafraîchissant là, ça nous fait sortir un peu, en tout cas de ma zone de confort. Je suis pas un grand film, j'aime les films de science-fiction, mais je suis pas un grand fan des films d'action nécessairement, donc tu sais, ça là je l'ai quand même apprécié, mais c'était pas tu sais, c'était très bien, il y avait plusieurs bons éléments, je peux en nommer quelques-uns, notamment les décors en carton. Ça, j'aime bien ça, c'est très typique des années 80, début 90, c'est Batman, Dead Ringers qu'on a vu. Tu sais, c'est des décors tout gris, tout fades, puis comme que tu sens que c'est fait en studio, mais moi j'adore ça. Tu sais, je trouve ça vraiment bien. Tu dis, ça te faisait penser à Batman, mais moi, le film au complet, ça me fait penser à ça un peu. Ça me faisait penser à Gotham, ça me faisait penser à Chicago. Il y a des scènes dans une usine. Tu sais, oui, c'est ça. Puis ça se ressemble dans le niveau de drôle, d'action et tout. Là. Je parle des Batman de Tim Burton, les vieux Batman. Mais enfin. Non, c'est ça. J'ai déjà parlé un peu de l'importance d'avoir choisi Détroit, mais tu sais, ça aurait pu se passer probablement à Chicago aussi. Mais tu sais, Chicago, eux autres, leur période de criminalité, c'était plus avec Al Capone, mettons. Là, mais tu sais, donc ça, je l'ai déjà parlé un peu. Les effets spéciaux, ça, ils ont mal vieilli, mais tu sais, je pense que pour l'époque, c'était quand même pas si mal. Il n'y avait pas d'ordinateur. Fait que le premier film, je pense, où les effets spéciaux ont été faits par ordinateur, je pense que c'est Jurassic Park, qui est quand même... 93. Ouais, c'est ça, une couple d'années après. Là, mais du stop motion, t'avais pas vraiment ça. Mais il y en avait, mais tu sais, tout le reste est correct. C'est vraiment juste le stop motion qui clash avec le reste du film. Puis c'est juste quand c'est le fameux personnage de Ed 209 que ça paraît vraiment. Mais j'aimerais revenir un peu sur ce personnage-là, Ed, parce que il passe un peu en second plan dans Robocop, mais je trouve qu'il est quand même assez intéressant quand on s'y attarde. Détroit, évidemment, c'est une ville qui a fait la renommée des États-Unis depuis Ford, en fait, là, depuis les automobiles et tout. Donc puis tu sais, Ed, il se présente un peu comme la fine pointe de la technologie, mais au final, tu sais, c'est comme une personnification de l'industrialisation LED qu'on fait. Tu sais, une usine, des grosses usines, il y en a beaucoup dans le film, mais tu sais, Ed, au final, il est comme... il n'y a pas de personnalité nécessairement. C'est comme un gros personnage sur deux pattes, comme gris. Il n'y a pas de personnalité. Robocop a quand même un certain style, disons, mais comme Détroit, c'est ça, c'est un peu le symbole de l'industrialisation rapide. Puis on dirait que ça, c'est le produit de cette industrialisation rapide-là. C'est un prototype pas pensé. Il est pas capable de descendre les marches, je veux dire, crime. À quoi ça te sert un robot qui arrête le crime s'il est pas capable de descendre les marches. Puis la scène où il essaie de descendre les marches, c'est drôle parce que tu le vois dans sa grosse tête, il y a comme une espèce d'hésitation, puis il essaie avec son pied de le mettre sur la marche, puis ça fonctionne pas, là. Puis finalement, c'est ça, il déboule les marches, se retrouve sur le dos avec les bras un peu, essaie de se revirer. Bon, moi, le robot me faisait penser un peu à celui de Bad Robot, là. C'est ça, une espèce de grosse tête carrée, puis tout ça, mais moi, il me faisait penser. Ça, puis les bébites dans Star Wars, là. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est drôle que tu mentionnes ça, parce que c'est la même personne qui a fait les Hat-Hat, puis tu sais, les vaisseaux dans Star Wars. C'est lui qui a fait ça, mais c'est ça fait vraiment penser à ces créatures-là dans Star Wars, le 5, là, en particulier. Mais
Non, c'est ça, tu sais, je trouve qu'il est quand même assez intéressant. Puis évidemment, ça fail comme un peu l'industrie de l'époque aussi. Bon, Robocop, au final, vient sauver la donne d'une certaine façon, mais c'est que ça prenait un humain dedans pour bien le gérer. Mais non, je trouvais ça assez intéressant, le Ed 209. Ce que je trouvais aussi très intéressant, c'est la satire qu'il y a là. Disons, le film est entrecoupé de bulletins de nouvelles qui sont quand même assez comiques, qui parodient, disons, l'espèce de médias de masse puis d'informations ridicules qu'on peut trouver ou de publicités ridicules. Justement, il y a le fameux jeu, le Nukem, ouais. Comme un gros battleship mais sur la guerre nucléaire. Bon, l'Union soviétique n'était pas nécessairement tombée à cette époque-là, mais bon, c'est 1 an après Tchernobyl, la peur du nucléaire était quand même relativement là. Il y a plein d'aspects. C'est quoi donc I'd buy that for $1 là, qui est comme une espèce de advertisement de publicité sur je sais même pas sur quoi en fait là, je m'en souviens plus. Je m'en rappelle pas non plus, mais en fait petit point par rapport aux pubs là, je l'avais là, mais dans le fond c'est que ça a été ajouté, toutes ces publicités là, parce que c'est toujours des publicités qu'on voit pendant les nouvelles là, puis c'est vraiment ils coupent leurs nouvelles, leurs bulletins pour avoir une pub, puis après ça ils reviennent, puis tout ça a été ajouté justement pour alléger le ton du film, parce que sinon c'était trop intense, puis honnêtement, sans ça aurait été vraiment plate, tu sais, parce qu'ils sont le fun, les pubs. Puis il y en a une, justement, je pense que c'était Nukem, tu sais, on voyait le jeu, puis là, je l'ai dit quand on le regardait, ça c'est sûr que c'est les nouvelles, puis là, ça coupait, puis là, on arrivait aux animateurs, c'était... Non, c'est ça, c'était vraiment... Les pubs, ils sont vraiment cool, les bulletins de nouvelles aussi, tu t'entends des nouvelles parce que c'est une dystopie, tu sens que c'est dans le futur, mais un futur rapproché, puis ça, je trouve ça bien qu'ils n'aient pas essayé de s'éloigner tant que ça de la réalité, parce que, tu sais... Quand tu fais quelque chose sur le futur, t'as quasiment une chance sur 2 que ça donne pas comme ça. Puis tu sais, là ils ont vraiment disons focusé, mis l'accent sur comme la protection civile puis des trucs comme ça. Finalement, c'est pas arrivé, mais tu sais, il y a quelques éléments qui sont quand même un petit peu arrivés. Bon, des projets immobiliers pour sauver une ville, bon, ça, on a vu ça des tonnes et des tonnes, mais il y a comme une espèce de SUV aussi qui essaie de vendre à un moment donné. Moi ça me prend un char avec du gros... un petit millage par litre d'essence, quelque chose comme ça, qui est pas sans rappeler nécessairement le Hummer qui sert absolument ça, c'est rien. Pendant une demande de genre de rançon là, c'est un employé qui est en train de prendre en otage plein de monde avec qui il travaille, puis il dit il dit ok, mais I want my job back, I want a bigger office with windows and I want a SUV, puis le gars est comme ok, oui, on te donne tout ça, oui, clairement, oui, c'est sûr, c'est un peu surréaliste, c'est comme t'es dans une prise d'otage puis ce que tu demandes c'est comme l'espèce d'image du rêve américain que tu veux, mais comme tu fais une prise de tâche pour ça. En tout cas, c'est très désillusionné comme film. Bon, c'est pas anodin non plus que ce soit pas un réalisateur américain qui le fasse aussi. Là. Il y a peut-être un meilleur regard critique là-dessus. Mais non, c'est ça, il y a plusieurs éléments de la dystopie qui fonctionne, même si puis tu sais, à un moment donné aussi ça donne dans tes informations là, je veux pas empiéter sur les voitures. T'as-tu quelque chose sur les voitures? Je pense pas, non. Ok, ben c'est qu'au départ il y avait un prototype de véhicule du futur, puis quand c'est arrivé sur le set, tout le monde s'est marré parce que c'était vraiment, tu sais, too much, je sais pas trop quoi, mais comme ça ressemblait à l'auto d'Elon Musk. Ben peut-être, je sais pas, mais tu sais tout le monde s'est mis à rire, fait qu'ils ont fait on peut pas utiliser ça dans le film. Bon, on va juste prendre des vieux chars d'abord, parce que tu sais, on s'entend que dans un futur rapproché, il va quand même avoir des vieux chars. Tu sais, les Honda Civic d'aujourd'hui, ça va être les Tercel en tout cas d'IA. En tout cas, je sais pas comment finir ma phrase là, mais c'est ça va devenir des vieux chars à un moment donné, fait que t'sais, ils ont pas trop poussé dans la dystopie, ce qui fait que c'est ça. Toi, t'avais l'impression justement que c'était même en 87. Puis que... Ben oui, aussi, parce que les coiffeurs, les costumes, ça aussi, la lectrice de nouvelles, là, elle a une espèce de molette des années 80. Là, c'est pareil, là, une espèce de suit aussi. Les allergies, hein, pas facile. Mais non, mais tu sais, c'est ça. Somme toute, j'ai vraiment quand même apprécié mon expérience. On dirait que je m'attendais peut-être un peu plus, surtout, tu sais, je sais que le deuxième, le troisième sont vraiment moins bons, mais je m'attendais peut-être un petit peu plus pour le premier film. Mais tu sais, c'est quand même un bon film. Mais tu sais, on est plus dans, je sais pas comment le dire. C'est ça, on est plus dans le John Woo que dans Terminator, mettons. Ouais. T'sais, Terminator, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de budget aussi, mais tu sais, ça se prend plus au sérieux que
Robocop. Ben là, hasta la vista, baby. Ouais, mais ça, c'est dans le 2, parce que dans le 1, il n'y a pas d'humour du tout. Là. Dans le 2, ils l'ont allégé un petit peu. Là, mais parce que dans le 1, c'est le méchant. Dans le 2, il a changé de personnalité. Fait que c'est, ouais, c'est ça. Ça l'aide aussi. Ça aide, effectivement. Mais bon, parlons un peu des informations, parce qu'il donne à voir quand même. J'en ai une couple. Là, c'est ça. Ça a été une lecture vraiment longue, donc vous me pardonnerez si j'oublie des choses, parce que honnêtement, à un moment donné, on décroche. Les films cultes, il y a souvent beaucoup trop d'informations. Il faut faire un bon balayage, un bon triage pour être capable de... J'ai pris un petit peu pour le avant, pendant, après. Donc, on part ça. L'idée du film est venue d'un poster de Blade Runner, dans le fond, qu'ils avaient vu puis qu'ils se sont dit que ça pourrait avoir lieu. Puis honnêtement, ça se ressemble quand même, je trouve. Blade Runner, Metropolis. Ouais, ben c'est ça. Ben, ça a été comparé à Metropolis aussi par des acteurs, tout ça. Alex Cox, qui a fait Sid and Nancy, dont on a parlé il y a quelques émissions déjà, s'était fait offrir de diriger le film. Puis même chose pour Kenneth Johnson, qui lui a fait L'Incroyable Hulk puis La Femme Bionique. Ouais, mais Alex Cox, c'est ça, son film Repo Man. Je pense que c'est un peu le même principe, mais comme pas avec un robot. Là, mais c'est une espèce de dystopie sur le crime et des affaires de même. Fait que c'est un choix, disons, semi-logique. Là, mais... Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, tant qu'à en faire association, un ou l'autre, tu peux pas vraiment savoir lequel qui va marcher. Ou, tu sais, je sais pas l'autre s'il a fonctionné, mais en même temps... Quand même, mais il est sorti sur 5 ans avant, je pense. 5-6 ans, mais bon. Enfin. Ouais. Le personnage de Robocop, lui, était inspiré de plusieurs choses, en fait, d'un héros de BD britannique qui s'appelle Judge Dredd. Ouais. Ils ont fait un film, je pense qu'il y a Sylvester Stallone qui joue Dredd. Puis ils ont fait un remake aussi en 2012 qui s'appelait Dredd ou Judge Dredd, en tout cas je sais pas trop. C'est vraiment pas ça, mais je peux te montrer l'image pendant que tu parles. Ouais, ben c'est ça, dans le fond, Judge Dredd, il y avait aussi une série qui s'appelle Space Sheriff Gavan. Puis apparemment, le héros Rom de Marvel, Rom R-O-M, là, comme c'est des Roms. Je connais pas ça non plus, mais c'est ça, de Marvel là, qui... Moi non plus, je connais pas. Fait que, enfin, c'est inspiré de un amalgame de tout ça, ouais, je vois que... Ouais, c'est ça, c'est un gros casque rouge, puis tu sais, c'est Stallone dans Judge Dredd. Voilà. Le costume de Robocop était basé sur celui d'un joueur de hockey, dans le fond, pour avoir l'espèce de carrure, puis on le voit, tu sais, au niveau des épaules, c'est très carré, le costume. Ouais. J'ai oublié de le mentionner dans ce que j'aimais du film, mais sa démarche, là, est hilarante, là. Il tourne toujours la tête avant de tourner le corps, ou le contraire. Ou l'inverse, mais on s'est amusé. Quand il tire du fusil, il est toujours comme... Tu sais, un peu comme dans Star Wars, là, il y a toujours un bras vers l'avant puis l'autre vers l'arrière. Un peu comme Anne, dans le fond, ou... Ouais, un peu, mais attends, Robocop... Mais continue. Oui, c'est bon. Weller, l'acteur principal, il a été casté finalement parce que, pour plusieurs raisons, là, mais j'avais mentionné tantôt sa shape qui était plus petite puis qui pouvait bouger dans le costume. Et aussi parce que le réalisateur se disait qu'il serait sûrement capable d'avoir l'émotion qu'il cherchait juste avec sa bouche. Parce que dans le fond, c'est ça, on voit toujours sa bouche dans le film. Là. Oui, je vois la photo. Il y a toujours des billets comme ça. C'est ça, non, il tire toujours avec une main en arrière. Enfin, on a eu beaucoup de plaisir à essayer de recréer la démarche sans grand succès. On était bien crampés. C'était des heures de plaisir. Voilà. Kurtwood Smith, qui était le Red Foreman, le père dans That 70's Show, lui a été... dans le fond, il avait auditionné pour l'autre méchant du film, le gars de OCP. Puis il pensait, quand il s'est fait rappeler, que c'est ce rôle-là qu'il avait eu, mais finalement, il a été cast dans le rôle du méta-vilain, si on veut, parce que le réalisateur trouvait qu'il ressemblait à Himmler. Ouais, puis, ses petites lunettes. C'est ça, exactement. Puis dans le fond, il avait ses lunettes, il se disait qu'il ressemblait à Himmler, il a donné le rôle du vilain pour ça. Puis dans le fond, le but d'avoir ces lunettes, c'était que le méchant ait l'air super intelligent puis qu'il ait l'air de pas pouvoir se faire abattre dans le fond par la police et tout ça. Je pense que t'avais peut-être il faut pas oublier aussi que Paul Verhoeven il est né à Amsterdam, en tout cas en Hollande, qui était occupé par les nazis, donc il est né en pleine Deuxième Guerre mondiale aussi dans les années 40 là, je pense, puis je pense que ça a été un thème récurrent, le nazisme, ou en tout cas la Deuxième Guerre mondiale dans ces films, là. J'en ai pas vu tant que ça non plus, mais c'est ça, j'ai lu en quelque part que ça c'était un thème relativement récurrent, donc ça m'étonne pas. À l'image de Spielberg aussi, qui a comme deux cinématographies différentes, là, genre enfant et nazisme. Là, enfin... je trouvais que, c'est ça, tu sais, toute ma vie, je pensais que Arnold était dans ce film-là, puis je pense que les deux films sont associés avec raison pas mal tout le temps, mais Orion, pour la sortie du Theatrical
trailer, dans le fond, la bande-annonce, mais de cinéma, finalement, ont utilisé la musique de Terminator. Fait que, honnêtement, le choix de ça, je pourrais pas vous dire pourquoi, mais ça a fait en sorte que les gens étaient vraiment confus puis pensaient que c'était comme une suite à Terminator, alors que c'est pas le cas du tout. Fait que, c'est ça, je suis pas la seule à les associer, mais bon. Le tournage du film a duré 4 mois, dans le fond, de août à octobre 86. Par contre, ça n'a pas été fait à Détroit, mais à Dallas. Et c'est l'hôtel de ville, dans le fond, de Dallas qui a servi de lieu pour le QG de OCP. Weller a perdu énormément de poids pendant le tournage parce qu'il suait beaucoup dans son costume. Dans le fond, il perdait 3 livres par jour, 3 livres d'eau, là. Puis déjà, il est petit, mais en même temps, il était peut-être petit parce qu'on le voyait après avoir mis le costume, mais bon. C'est ça, puis dans le fond, son assistant le refroidissait entre ses scènes avec des ventilateurs ou des airs conditionnés, là. Puis à un moment donné, ils se sont tannés, je pense. Ils ont juste ajouté des fans là, à l'intérieur du costume pour qu'il puisse avoir moins chaud, parce que ça a été fait l'été aussi, puis c'est ça. Voilà. Au Texas. Ouais, ben c'est ça, en plus. La trame sonore, je sais pas si t'avais remarqué, mais je sais que tantôt t'as dit que c'était un compositeur classique, mais dans le fond, ça mélange à peu près, là, 50-50, le classique puis le synthétiseur, pour toujours rappeler une espèce de combat homme-machine, là, puis je pense que, tu sais, j'ai pas remarqué, mais c'est une super belle idée, puis c'est bien fait, là. Le costume, juste le costume, avait un budget d'à peu près $1 million. Je sais pas combien ils ont utilisé, mais ils ont fait 7 costumes aussi, fait que tu sais, quand même. Au départ, il aurait dû être bleu, mais finalement, le gris, ça passait un petit peu mieux à la caméra, puis ça rappelait un peu le métal aussi, là. Fait que c'est pour ça que finalement, le costume est gris. Dans le film, on voit Robocop, il y a 3 directives, 3 lois, là, dans le fond. Tu sais, il faut que je protège les citoyens, il faut pas que je les lois et tout ça. Puis j'avais dit pendant qu'on le regardait que ça me faisait penser aux lois des robots d'Isaac Asimov, mais finalement, ben, c'est une inspiration directe là, de ça. Il y en a une des 3 aussi, je me rappelle pas c'est laquelle, qui était directement sortie d'un biscuit chinois. Fait que bon, c'est ça. Ah ouais. C'est pourquoi pas. Ça fait du sens. Et oui. Le point of view de Robocop, dans le fond, il y a plusieurs moments où on voit là, les scènes à travers ses yeux, puis ce serait inspiré de Microsoft DOS, là, une espèce de système d'exploitation vert et noir là, à la matrice, genre, là, mais tout carré avec des lignes puis tout. Là. Ça rappelle aussi un peu Blade Runner. On se l'était dit quand on regardait, mais c'est ça, c'est très informatique des années 80. Là, pensez à Tron, là, c'est un peu ça aussi. Là. Il y a une scène dans une usine, dans le fond, où il y a de la coke qui est produite, là. Cette scène-là, c'était comme... c'est particulier parce que le montage de la scène est comme super rapide. C'est pas tant quelque chose que j'ai remarqué, là, pendant le film. Je sais pas pour toi, non, mais... moi non plus, non. Bon, ben écoute, j'ai un beau fait par rapport à ça. Oui. Parce que, dans le fond, ce que ça disait, c'est que les armes qu'ils ont utilisées pendant cette scène-là bloquaient à peu près aux 3 secondes. Fait que, dans le fond, les caméras avaient pas beaucoup de plans longs, tu sais. Fait que pour pas, comme, tout le temps refaire tout leur travail, finalement, il y a beaucoup de cuts dans la scène pour, justement, avoir des moments où ça tire, là. Fait que c'est ça. Fait que c'était pas quelque chose qui était voulu au départ, mais il y avait comme pas le choix de le faire comme ça. Aussi, il y a un moment, ben dans le fond, quand Murphy meurt, là, quand il se fait tirer, l'équipe de médecins qui l'amène en salle opératoire, pis ça, c'était des vrais médecins. Puis leur dialogue a été ad-lib. Donc, c'est quand même intéressant. Pour être certain de rendre tout le film crédible, il y a eu des tests screening avec des policiers, dans le fond, parce que surtout à cause d'un moment où, c'est au début du film, là, quand Robocop amène le vilain avec les lunettes, quand il l'amène au poste de police, mais il lance dans des fenêtres pis tout, pis là ça y cause plein de lésions au visage, pis là il craignait, l'équipe du film se disait j'espère que c'est correct, tu sais, que Robocop fasse ça sans y dire vraiment ses droits, ben tu sais il le dit mais c'est pas trop clair. Fait que finalement, il y a eu des tests screening de policiers, puis ça a l'air que ça se fait, ouais. Ça a l'air que ça passait, puis aussi, les policiers, dans le fond, l'équipe avait peur que la police, en général, soit comme déçue du portrayal, là, des policiers, puis finalement, ils ont vraiment aimé ça, là. Fait que, ben tant mieux. Oh
Le rating était de X, on l'a dit, pour la violence graphique, puis les moments de publicité ont été ajoutés là, pour alléger le film. Il y a eu 11 rating X avant d'avoir un R. Ça a été le premier au box-office du week-end, dans le fond, du premier week-end. Ils ont fait 8 millions le premier week-end, puis 6 le deuxième, puis 53 au total pour un 16e rang au box-office en 87. Fait partie des 500 meilleurs films de tous les temps de Empire. Il y avait des plans d'avoir une statue Robocop à Détroit. C'est un projet depuis 2011, puis j'ai fait la recherche parce que c'était pas clair si ça avait été fait ou pas. Finalement, j'ai vu une photo, il manquait juste la tête. Tu sais, ça c'était en 2019-2020. Fait que je sais pas si ça va avoir lieu un jour, mais ça fait quand même 10 ans là, qu'ils parlent de faire ça. Sûrement. Il y avait aussi des projets de faire un film Terminator versus Robocop depuis 1990. Ça n'a jamais eu lieu, mais il y a eu quand même quelques jeux vidéo là, qui ont été basés là-dessus. Fait qu'encore une fois, je suis pas la seule à les associer. Ça aurait été difficile avec 2 fois Arnold, par exemple, mais ça se fait. Avoue. Puis finalement, comme plusieurs des films qu'on présente, ce film-là fait partie des 1001 films à voir avant de mourir. Mais pas dans la version qu'on a. Il a été ajouté en 2013, là, c'est ça, mais nous on a la version de 2011, donc je l'ai pas trouvé dans notre livre malheureusement. Puis apparemment aussi que la date est pas bonne dans le livre, ils l'ont mis en 88, sorti en 88, mais il est sorti en 87 en fait, donc le livre s'est trompé à ce niveau-là, mais bon, des choses qui arrivent. Référence, ben oui, la culture populaire, là, il y en a beaucoup, là, fait qu'on il y en a pas tant que ça qu'on a écrit, mais on va se les séparer un petit peu, là. Dans le fond, c'est ça. Sur IMDb et tous les autres sites où on a fait nos recherches, il y a beaucoup de références, puis encore là, c'était comme difficile de faire le tri là-dedans, fait qu'on en a pris une coupe qui nous parlait un peu plus, là. Donc, dans Ready Player One, qui est un film qui se passe entièrement, dans le fond, en hommage aux années 80, là, il y a un personnage qui est Robocop. Dans les Tortues Ninja, il y a la même chose. Dans Retour vers le futur 2, il y a le jeu Nuke M qui est visible sur la table dans la maison de Marty, dans le fond. La maison de sa mère, j'imagine. Donc voilà. Non, Marty. Dans le 2. Ouais, mais ça dépend si c'est à quel moment. Si c'est dans le futur, ou d'après moi, ça doit être dans le futur, là, pas dans le présent alternatif. Ouais, ça se peut, enfin. Il y avait un épisode des Simpsons, plusieurs épisodes des Simpsons, mais un Treehouse of Horror où il y a un robot qui voit là, la vie, dans le fond, les plans de vision du robot sont comme pareils, là, avec des lignes, des graphiques, tout ça. Il y a Trainspotting, dans le fond, il y a un personnage qui a un VHS de Robocop dans son appartement. Ensuite, dans South Park, il y a Kenny qui se déguise en Ed 209 à un moment donné pour Halloween. Ouais. Il y avait Family Guy, je te laisserais... c'était pas grand-chose, c'était juste un cutaway, évidemment, ils sont très connus pour ça, le Family Guy, mais où on voit Robocop dans sa journée de congé, là, puis je sais pas qu'est-ce qu'il fait, là, je me souviens pas de la scène exactement, mais voilà. Donc, c'est juste dans sa journée de congé. Voulais-tu peut-être enchaîner avec les autres... Sinon, il y a Kiss Kiss Bang Bang, où il y a comme Kiss Kiss Bang Bang, ça se passe un peu dans le milieu du cinéma, puis des séries télé, puis il y a Protocop, qui est une série télé dont on fait référence dans le film, j'imagine qui est inspiré de ça. Dans Grand Theft Auto Vice City Stories, un jeu que je cherche ardemment, il y a une mission en particulier où il faut faire la mission comme avec la vision de Robocop, donc voilà. Sinon dans Child's Play, donc Chucky, le plus récent, sorti en 2009. 2019, pardon, ouais. Il y a la fameuse citation du film Dead or Alive, You're Coming With Me, qui revient au moins 2 ou 3 fois tout au long du film. Dans Deadpool aussi, il y a cette citation-là. Dans le 2, il y a une autre citation célèbre du film qui est Come quietly or there will be trouble. C'est Colossus, le personnage de Colossus, qui dit ça. Puis à la fois Deadpool et le méchant du film, là, qui est joué par Josh Brolin, il mentionne que c'est tiré du film Robocop. Il y a aussi Chappie, un film de Neil Blomkamp qui est essentiellement cette histoire-là, d'une certaine façon, là, une espèce de robot qui aide. C'est ça.
l'histoire typique de Robocop, disons. Puis dans Parks and Rec, ça c'est un autre des DJ en fait là, qui dans le fond, il y a Tom là, qui à un moment donné est DJ, puis son nom c'est Robodrop. Fait que à la Tom là, pour ceux qui ont vu Parks and Rec, c'est typique de Tom. Donc voilà pour Robocop. Pour ma part, moi je vais lui donner un 3 étoiles et demi. Donc je l'ai vraiment bien apprécié aussi. J'avais peut-être tu sais, je suis pas nécessairement le meilleur public pour ça, mais j'ai vraiment bien apprécié le film. Donc 3 étoiles et demi, ce qui ne délogera pas évidemment à Silence des agneaux en numéro 1 toujours, mais je suis bien content de l'avoir ajouté au film que j'ai vu. Donc faire voyons, j'ai fait 2 fois, j'ai de la misère à le dire. Faire un crochet. Un crochet, ouais, c'est ça, sur ce film-là. Toi? C'est ça, je l'ai dit tantôt dans mes impressions, mais pour moi, un 3.5, j'ai vraiment aimé ça. Évidemment, non, ça délogera pas Silence of the Lambs, qui a quand même un 4,5 là, dans mon rating, mais disons pour la troisième dizaine, ça augure bien pour Robocop. Donc, mais il en reste encore plusieurs films, dont le prochain, qui est le film High and Low d'Akira Kurosawa. On n'entre pas dans les détails, mais ce n'est pas un film de samouraï. On retrouve par contre Toshiro Mifune, encore une fois, pour la troisième fois dans un Kurosawa de la collection. Non, c'est pas vrai. Pour la troisième fois dans la collection jusqu'ici, et deuxième fois dans un Kurosawa dans la collection. Donc, merci d'avoir été des nôtres de cette longue émission sur Robocop. Donc merci et on se revoit à la prochaine.